Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on reprend avec le chapitre 2. Donc on avait dit que durant tout le chapitre numéro 2 qui concerne la corde vibrante, on va traiter principalement les ondes transversales. C'est normal vu que la propagation d'une onde dans une corde, c'est une onde qui est transversale parce que l'excitation elle est suivant Y et la propagation elle est suivant X. Bien, donc ça c'est pour les ondes transversales. Le deuxième point qu'on va aussi retenir pour le chapitre, c'est les ondes stationnaires. Parce que si on prend une corde semi-infinie, on a une onde qui est progressive. Par exemple, si je secoue une corde où la limite ou l'autre extrémité de la corde elle est libre, donc si je la secoue, l'onde générée est une onde qui est progressive, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. L'onde, la progression ou la portée de l'onde, la portée de la vibration ou de l'excitation dépend de la puissance générée. Dépend de la puissance générée. Donc si la puissance ou l'énergie de l'onde elle est vraiment très grande, la portée de l'onde elle va loin, relativement loin. Maintenant, si l'énergie de l'onde elle est très petite, l'onde s'évanouit, elle sera une onde qui est évanescente et elle s'annule dans une portée très courte. Bien, maintenant, si l'autre extrémité, c'est ce qu'on va faire dans le chapitre, si l'autre extrémité de la corde elle est aussi barrée, donc il y a une extrémité qui est fixée aussi, donc les deux extrémités sont fixes, et à ce moment-là, la propagation de l'onde, elle va dans un sens et elle revient dans l'autre sens, et la superposition des deux nous génère une onde stationnaire. Bien. Donc, on a mis rappel ici, juste pour rappeler, une onde stationnaire, c'est une onde qui s'écrit sous la forme. Donc, on a dit que si la source d'excitation est suivant Y, la propagation est suivant X et la fonction de l'onde, elle est comme ceci. Bien. Deuxième point, ça c'est pour une onde qui est progressive. Ou vers les X croissants. Hein? C'est similaire, donc vers les X croissants. Deuxième point à rappeler, c'est la formule ou l'expression d'une onde qui est stationnaire. Donc l'onde stationnaire, si on met U de Y de XT, par exemple, pour une onde stationnaire, on peut l'écrire comme étant B cosinus, plutôt, on ne met pas si c'est des cosinus ou c'est des sinus, mais en général, ce sera Y de X cosinus oméga t. Y de X cosinus oméga t. Ça, c'est pour une onde stationnaire. Une onde stationnaire. Donc, là où on différencie entre les deux, le Y de X, il englobe la partie amplitude, donc y compris le A, ainsi de suite, et y compris la dépendance spatiale. Maintenant, tout ce qui est dépendance temporelle ou la phase est séparé par rapport au spatial. Donc, quand c'est séparé, c'est une onde stationnaire. Quand c'est inclus, les deux sont inclus dans la même fonction. La même fonction trigonométrique ou la même fonction de propagation de l'onde, elle est dite soit progressive, soit régressive, tout dépend. Le sens de la propagation, soit il est vers les croissants ou vers les décroissants. Bien, donc on entame notre chapitre avec une corde. Donc si on prend une corde, comme ça, suivant X, l'axe des Y, donc le 0 ici, une corde qui voit sa limite ici, un L, voilà, de 0 à L, et on prend, voilà, par exemple. Donc ça c'est
de Y de xt, voilà, de Y de xt, et on étire l'accord de deux forces similaires, de sens opposé. On étire l'accord de part et d'autre de la même force, seulement de sens opposé. Une qui est à moins F, l'autre qui est à plus F, pour voir réellement le phénomène de propagation de l'onde correctement dit. Donc ça c'est l'allure de l'accord. Donc allure de l'accord à un instant t donné. À un instant t donné. Bien. Alors pourquoi dans la partie rappel, on a dit que pour avoir une portée de propagation de l'onde assez grande, il faudrait que l'énergie générée, elle soit grande. Donc soit l'énergie, il faudrait qu'elle soit grande, ou l'accord, la longueur de l'accord devrait être petite, ou réellement sa longueur elle est vraiment réduite pour que l'amplitude d'oscillation de l'onde soit assez importante. Donc on joue déjà sur le premier point, la longueur de l'accord. La longueur de l'accord. Deuxième point, on va parler maintenant du type de corde. Du type de corde. Ou le matériau qui constitue la corde. Réellement, quand on était petit, on jouait avec la corde et tout dépend, la corde présentait des formes ou une simplicité de jeu qui est différente l'une par rapport à l'autre. Tout dépend du type de la corde. Si on prend une corde qui a une masse linéique qui est grande, il faudrait une énergie assez grande pour la faire secouer. Maintenant, si on prend une corde qui est une corde vraiment très petite, une corde de masse linéique réduite, il suffit d'une petite énergie pour la faire secouer. Et on a pris à titre d'exemple le cas des jeunes ou des sportifs qui font de la muscu pour développer leur lombaire. Donc ils font de la musculation pour développer leur lombaire. Maintenant, généralement, les salles de sport, elles sont équipées par des cordes et on secoue la corde dans cette direction. C'est bon. Et généralement, les cordes qui sont secouées, elles sont d'un diamètre qui est assez important et d'une masse qui est assez importante aussi. Donc du coup, la masse linéique, rapport masse-longueur, il est vraiment grand. Donc ici il est grand, donc il y a le phénomène, ça va différer, ça diffère entre une corde d'une spécificité donnée avec une autre corde d'une spécificité donnée. Donc il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il y a notamment la longueur de la corde et la masse linéique, et la masse de la corde, donc la masse de la corde. Maintenant, le troisième paramètre qui entre en jeu, c'est la force qu'on doit appliquer pour bien tendre la corde. C'est bon? Pour que la corde soit bien tendue. Donc, à chaque fois qu'on augmente la force d'étirement de la corde, on observe un phénomène donné. Maintenant, si on étire bien comme il faut la corde, on remarque déjà on l'a vu en TP, que le nombre de ventres le nombre de nœuds et le nombre de ventres changent avec la force de tension de la corde. Si on augmente la force de tension de la corde, le nombre de nœuds et le nombre de ventres changent aussi. Bien. Donc le troisième point qui fait une des données, c'est la force de tension
de l'accord. Donc à partir des deux premiers points, on tire la masse linéique. La masse linéique d'une corde, bien sûr, quand la corde elle est de diamètre vraiment négligeable. Donc on parle de masse linéique. Si maintenant on a une corde qui a un diamètre bien spécifique, c'est-à-dire qu'on a une section, on parle de masse volumique. On parle de masse volumique qu'on verra par la suite dans l'exercice numéro 3 de la fiche de TD numéro 2. Bien, donc on tire le paramètre masse linéique qui est représenté par mu, où sa dimension c'est des kilogrammes par mètre, c'est des kilogrammes par mètre, et la force de la corde, bien sûr, la force de tension, c'est des newtons. C'est des newtons. Bien, on continue. C'était juste pour commencer. Si on prend maintenant une petite partie de la corde, on va traiter la propagation de l'onde dans cette petite partie qui est délimitée entre x et delta x, et x plus delta x, pardon. Donc je prends ça. Donc en fonction d'onde, on a un U, le sens de déplacement c'est x, et on prend que cette partie-là. Pardon. Donc on prend là le terme qui est délimité entre x0 et x0 plus delta x. Comme ça. Donc cette partie de la corde, elle est étirée en tout point. Donc ça c'est F', ça c'est F. Comme ça. Donc à ce moment-là, on a donc deux pentes. Pardon. On a deux pentes. Donc un alpha. Pardon. C'est pas clair. Comme ça. Comme ça. Donc cet angle-là, il représente alpha de x0. Cet angle-là, il représente alpha de x0 plus delta x. Voilà. Donc cette hauteur-là, c'est U de x0t. Et cette hauteur-là, ce sera U de xt. Et cette hauteur-là, ce sera U de x plus delta x t. J'espère que c'est bien clair. Donc pour un alpha donné, la tangente de alpha par exemple alpha de x0, c'est tu par rapport à x quand x égale à x0. Parce que alpha est très petit, c'est pour ça qu'on s'est permis d'écrire cette expression. Donc la tangente de alpha, c'est la variation des u par rapport à la variation des x, ce qui est normal, c'est ce qu'on connaît déjà au préalable. Bien. Ensuite, donc la force résultante, le point suivant, la force résultante entre F et F'. Entre F et F'. Donc la force résultante entre F et F' n'a pas de composante
n'a pas de composante suivante. Suivant OX. Donc comme le alpha il est très petit, ça veut dire que à peu près les forces de tension s'alignent suivant Y. Donc elle n'a pas de composante suivant X, leur X est égal à 0, et on a une composante suivant Y. Donc vu que donc on n'a pas de composante suivant X, vu que alpha il est très petit. Donc vu que alpha est très petit, parce qu'on a pris juste un petit élément de la corde qui est délimité entre x0 et x0 plus delta x. Donc tant que delta x est très petit, donc les forces de tension sont à peu près alignées parallèlement à x. Donc F' et F sont à peu près alignés parallèlement à x, et du coup on n'a pas de composante suivant x. La composante suivant x elle est négligeable, et il nous reste que la composante suivant y. Maintenant, quant à la composante suivant y, on peut l'écrire donc la composante suivant OY et la suivante, donc delta F Y égale. Donc ça sera un F sinus alpha de x0 plus delta x moins F sinus de alpha de x0 comme ça. Bien. La composante suivante y, c'est le muqabil al-zawiya. Le muqabil al-zawiya, c'est la partie sinus. Ok? Donc le muqabil al-zawiya par ici, le muqabil al-zawiya par ici. Donc on se retrouve à faire des sinus. Maintenant, si alpha est très petit, on sait par ailleurs. Donc par ailleurs, tant que alpha est très petit, donc le cosinus alpha, en général, il tend vers 1, qui est très petit. Donc alpha est tend vers 0, donc son cosinus il tend vers 1, et la tangente de l'angle alpha est à peu près égale à sinus de l'angle alpha. Donc du coup, le sinus de alpha de x0, il est égal à peu près à tangente alpha de x0 qui est égal à du sur dx quand x égale à x0. Et sinus de alpha de x0 plus delta x, il est égal à peu près à tangente x0 plus delta x qui est égal à du sur dx quand x égale à x0 plus delta x. Donc on remplace le tout sur le delta f y. Donc vous allez vous poser la question pourquoi on a mis le même f, pourtant on avait f' et f. Donc on a dit précédemment dans le début du chapitre, on a dit que les forces de tension sont les mêmes mais de sens opposés. Les forces de tension sont les mêmes mais de sens opposés. C'est pour ça qu'on a mis comme argument, le F partout. Il y avait le sinus et il y avait les angles qui diffèrent. Bien. Donc on continue. Donc en remplaçant donc le delta F y il devient, donc delta F y ça va faire un F tangente de alpha de x0 plus delta x. Ça c'est la partie positive, moins F de tangente de alpha de x0. Donc on remplace les tangentes par leur expression, ça va faire un f du sur dx quand x égale à x0 plus delta x, moins du sur dx quand x égale à x0. Donc et c'est égal aussi, si on multiplie et on divise par un delta x, on se retrouve avec un f
delta x du sur dx quand x égale à x0 plus delta x moins du sur dx quand x égale à x0 sur delta x. Donc cette formule-là, elle est déjà connue et c'est équivalent à f fois delta x fois d de u sur dx au carré. Donc ça c'est pour delta f y. On retient bien cette expression-là, cette notation. Et maintenant, on a fait apparaître la première partie de l'équation de propagation étant la deuxième dérivée partielle de u par rapport à x. Il nous reste la deuxième partie de l'équation de propagation étant la deuxième dérivée partielle de u par rapport au temps. Et comme on parle de temps et on parle de deuxième dérivée, ça veut dire qu'on parle de l'accélération et on retrouve l'accélération que dans l'équation de mouvement. Et pour faire tirer l'accélération de l'équation de mouvement, il suffit d'appliquer le deuxième principe fondamental de la dynamique, ou le troisième principe fondamental de la dynamique, le principe de Newton, la loi de Newton qui fait somme des forces égale, dans la dynamique bien sûr, somme des forces égale à m gamma. Donc on va faire la même chose, on sait que somme des forces, ce sera delta Fy qui est égal à m gamma. M gamma, comme on a pris un élément de la corde, donc ça sera un élément de masse. Et l'accélération, ce sera la deuxième dérivée du déplacement. Donc on a oublié de rappeler que la masse elle est répartie homogènement sur la corde. Sinon on ne peut jamais écrire cette expression-là. Si la masse n'est pas répartie homogènement sur la corde, on ne peut malheureusement pas prendre un élément de masse. Donc maintenant, si la masse qui est notre cas, la masse elle est répartie uniformément et homogènement sur la corde, donc on a pu prendre un élément de masse qui représente le tout. Bien. Donc on remplace, donc ça va faire ce qui implique que f delta x du sur dx2 égale à delta m fois d de u sur dt2. Excusez-moi. Voilà. Sur dt2. Bien. Donc on fait partir ces deux termes-là du deuxième côté. Donc ça va faire ce qui implique que le d de u sur dx2 moins delta m sur delta x fois 1 sur f d de u sur dt2 égale à 0. Donc on a notre partie spatiale, on a notre partie temporelle. Il suffit de faire une identification avec l'expression de propagation ou l'équation de propagation de D'Alembert. Donc par identification avec l'équation de propagation de D'Alembert, on peut écrire donc la vitesse ou la célérité au carré qui est égale à la vitesse au carré, comme ça. C'est bon. Donc la célérité au carré qui est égale à la vitesse au carré, elle est égale à f fois delta x sur delta 1 ou 1 sur C2 ou 1 sur V2 qui est égal à ce paramètre. Bien. Par ailleurs, on sait que la masse linéaire, c'est la masse
par la longueur de la corde. Comme on a pris un élément de corde et un élément de masse, ça va faire delta M sur delta X. Donc du coup, delta X sur delta M, c'est 1 sur mu. Donc en remplaçant, donc ça, on a notre 2 étoiles. Donc en remplaçant mu dans 2 étoiles, on obtient C2 qui est égal à V2 qui est égal à F sur mu. Et ce qui implique que la célérité qui est égale aussi à la vitesse de phase, elle est la racine carrée de F sur mu. Et généralement, dans le TP de la propagation du long sur une corde vibrante, on fait accrocher une masse à l'extrémité de la corde à l'aide d'une poulie, et la force de tension, ça sera le poids de la masse. Donc on remplace le F par le mg, par le poids de la masse. Donc du coup, on peut écrire que du sur dx2 moins 1 sur c2, du sur dt2 égale à 0, où c qui est égal à la vitesse de phase, elle est égale à la racine carrée de f sur mu, elle est égale aussi par ailleurs à la pulsation, au rapport de la pulsation par le nombre d'ondes. Ça, c'est la célérité de l'onde. Célérité de l'onde. Donc, on s'arrête ici pour cette partie-là. Et dès demain, on fera la deuxième partie et la troisième partie du chapitre. Et on passera directement à la partie TD. On va retrouver tous ces paramètres-là dans les exercices de TD. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, prochain enregistrement.